Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h21, merci d'être avec nous sur Europe 1, nouvelle édition spéciale d'Europe 1 Soir entièrement consacrée à Israël. On va évoquer plusieurs thèmes très différents, comment parler aux plus jeunes des images très choquantes qui circulent actuellement, comment le Hamas peut-il gérer la crise des otages, les difficultés des Français qui n'arrivent pas à rentrer, mais d'abord la politique en France. Bonsoir Louis Dragnel. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Chef du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron va donc réunir demain à l'Élysée tous les chefs de parti pour parler de la situation actuelle au Proche-Orient. Est-ce que la France insoumise viendra ? Eh bien oui, on a eu la réponse à travers notamment la voix de Manuel Bompard, le coordonnateur national de la France insoumise. Et donc, ils seront bien présents. Alors, ça intervient dans un contexte qui est quand même très sensible, puisque depuis l'attaque du Hamas contre Israël, eh bien, la France insoumise est accusée d'apologie de terrorisme, a même été menacée de dissolution, notamment par un sénateur Les Républicains qui l'a demandé à Elisabeth Borne. Donc, ça intervient dans un contexte extrêmement grave. Ce sera la deuxième fois qu'Emmanuel Macron réunit donc les chefs de parti sous ce format, ce qu'ils appellent les rencontres de Saint-Denis. Et puis on verra si, comme la dernière fois, Emmanuel Macron acceptera de dévoiler des documents classifiés, puisqu'il l'avait fait lors de la précédente rencontre. Est-ce qu'il en dira un peu plus aux chefs de parti sur l'état de connaissance des services de renseignement français de ce qu'il s'est passé en Israël, et notamment la situation actuelle aussi à Gaza? Et cette situation a conduit la France insoumise à se retrouver plus que jamais isolée, critiquée, condamnée. Alors je voudrais qu'on écoute ce que disait ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher, au micro de Sonia Mabrouk. Je pense que la France insoumise a quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. Quand Madame Panot refuse hier de qualifier le Hamas de terroriste, que dirait-elle ce matin quand on découvre dans ces deux kibboutz les crimes contre des enfants, les crimes contre les civils? Est-ce que c'est pas un acte, c'est pire qu'un acte terroriste, c'est un acte criminel qui touche aux valeurs les plus profondes? Le président du Sénat sur Europe 1, la France a quitté les valeurs de la démocratie. France insoumise. La France insoumise a quitté les valeurs de la démocratie. Les mots de Gérard Larcher sont très forts. Louis Dragnel, on a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe en ce moment au sein d'LFI. Alors, au sein de la France insoumise, alors pour certains, c'est une confirmation de ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire que influencés par la mouvance indigéniste et pour des raisons électoralistes, les troupes de Jean-Luc Mélenchon cherchent en fait à récupérer le vote musulman et donc adoptent un positionnement qui n'est pas du tout celui qu'on connaissait d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon il y a encore quelques années. Et donc en fait, ce qu'on entend d'ailleurs dans la bouche de Madame Panot, de Monsieur Bompard, eh bien, c'est qu'en fait, si vous voulez, le Hamas pour eux, certes, commettent des crimes de guerre, mais ne sont pas une organisation terroriste. C'est ce qu'ils disent. Donc les mots ont quand même un sens parce qu'ils ne veulent pas, et j'essaie d'expliquer sans justifier pour autant ce qu'ils disent, ils veulent pas qu'on mette sur le même pied le Hamas, Daesh, Al-Qaïda, parce que pour eux, Israël et les Palestiniens, eh bien, sont deux belligérants dans le conflit, et donc ils mettent sur le même pied en fait Tsahal, donc l'armée d'Israël, et le Hamas, qui pourtant est une organisation terroriste. Là, pour le coup, c'est documenté aux Nations Unies. La plupart des pays occidentaux considèrent le Hamas comme vraiment une organisation terroriste extrêmement dangereuse. Et d'ailleurs, c'est pas un détail, mais on parle pas de forces armées du Hamas. Moi, je trouve qu'on ne devrait même pas parler de combattants du Hamas. Ce sont des terroristes. Tout à fait. Vous disiez que c'était pour des raisons électoralistes. On peut pas imaginer que ce soit le fond de leur pensée en dehors même de l'électoralisme. Alors. Hélas, j'aimerais vous répondre par cynisme que c'est l'électoralisme, mais en réalité, quand on les questionne, c'est vraiment quelque chose qu'ils pensent, c'est quelque chose de très ancré. Et d'ailleurs, ça crée un peu de remous quand même au sein de la France insoumise. Monsieur Ruffin a accordé un entretien dans Le Monde cet après-midi qui clairement fait un pas de côté, c'est-à-dire qu'il condamne avec des mots très explicites, sans aucune ambiguïté, le fait que le Hamas est une organisation terroriste. Il condamne le fait que le Hamas s'en est pris à des victimes, à cibler exclusivement des juifs. Parce qu'ils étaient juifs, et voilà. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un consensus total autour de la position de Jean-Luc Mélenchon, mais pourtant, si vous voulez, la France insoumise reste d'un seul bloc, il n'y a pas de départ, personne n'a claqué la porte, et donc c'est vrai que ça suscite des questions en France, au-delà de la classe politique. Alors il y a un consensus au sein de la France insoumise, en revanche au sein de la NUPES, il n'en est pas du tout de même. L'objectif de LFI, c'est finalement de garder la main sur la NUPES. Est-ce que c'est tenable pour le Parti socialiste ?
socialiste? Alors, c'est une très bonne question et en fait, on pourrait poser la question aussi aux membres du Parti socialiste. Vous savez, il y a 4 partis dans la NUPES. Il y a les communistes, les socialistes, les écologistes et enfin la France insoumise. Effectivement, il y a une volonté un peu hégémonique de la part de la France insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a créé la NUPES et qui a un peu forcé cette alliance de la gauche. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de rester le maître de cette force de 150 députés. C'est énorme, 150 députés. Et donc, il fait tout, en fait, pour faire en sorte que tout le monde reste au bercail à la maison. Mais ça pose des vraies questions. Par exemple, je m'appuie sur la situation au Parti socialiste. Il y a des parlementaires comme Valérie Rabault, comme Olivier Faure, comme Jérôme Guedj, qui sont des gens de la gauche républicaine, on appelle ça la gauche républicaine, la gauche de gouvernement, et qui clairement, depuis 3 jours maintenant, ne cessent de dire qu'ils condamnent les propos de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui condamne sans aucune ambiguïté le fait que le Hamas est une organisation terroriste, que c'est le Hamas qui a agressé Israël, et pourtant, et alors ça c'est ce qui surprend tout le monde, et pourtant il ne quitte pas la NUPES. Et voilà. Et donc pour une raison, ça rejoint en fait ce qu'on se disait au début, c'est pour des raisons purement politiques. Voilà, tout ça, en tout cas s'agissant du Parti socialiste, la situation sera réglée samedi prochain puisqu'il y a le Conseil national du Parti socialiste qui doit il y a un vote qui doit avoir lieu puisque le Parti socialiste a dit qu'il suspendait sa relation avec la France insoumise jusqu'à nouvel ordre, en fait jusqu'à ce que la France insoumise revienne sur ses déclarations et condamne le Hamas et le fait que c'est une organisation terroriste. Mais pour autant, c'est simplement une suspension d'un accord, c'est pas une sortie. Et c'est vrai que c'est ça qui heurte. On peut comprendre la tambouille politique sur plein de sujets, sur vous n'êtes pas d'accord, sur le RSA, sur les aides sociales, les dépenses publiques, tout ça, c'est des voilà. Mais là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui posent le fait que dans le débat public, la France insoumise est sortie de l'arc républicain parce qu'en fait, ils sortent si vous voulez, d'un pacte commun qui normalement est commun un peu à tous les citoyens français. Et les Français ont énormément de mal à comprendre cette tambouille politique parce qu'en fait, c'est uniquement pour des raisons de tambouille politique, d'espèces d'arrangements électoralistes que le glorieux, Parti socialiste reste au sein de la NUPES. C'est pas très glorieux. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair, mais est-ce qu'on peut imaginer du coup un éclatement de la NUPES à cause de cette prise de position de LFI sur l'attaque du Hamas ? Écoutez, on verra ce que fera le Conseil national du Parti socialiste samedi. Pour l'instant, on ne sait pas, mais ce qui est vrai, c'est que depuis 3 jours, on observe le fait que systématiquement, les socialistes, la NUPES plie, mais ne rompt pas, et donc personne ne quitte la NUPES. Voilà, qui est très clair. Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va marquer une pause, on va se retrouver juste après pour évoquer la violence des images, surtout pour les enfants. Nous serons en direct avec la psychologue et psychanalyste Marie-Claude Aigri. 19h32, on continue à évoquer l'attaque terroriste du Hamas sur Israël et ses conséquences. Vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 19h, le gouvernement israélien a prévenu la population que le Hamas allait diffuser des photos et des vidéos d'otages et d'actes de torture sur les réseaux sociaux. Il demande de ne surtout pas les partager et aussi de protéger les enfants et les ados de ces contenus choquants. Pour en parler, nous sommes avec la psychologue et psychanalyste Marie-Claude Aigri. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. D'abord, parlons donc des enfants, des jeunes. S'ils ont vu ces images, comment on leur en parle ? Alors, déjà le contexte, il faut savoir qu'il y a un sentiment d'insécurité qui remonte. Alors, il y a autour des enfants, chez les enfants et les adolescents eux-mêmes, cette peur des attentats qui revient. Il y a comme une guerre psychologique qui risque de s'installer. Alors, les enfants et les adolescents sont exposés à ces images, mais ils sont surtout exposés à travers leurs parents. C'est-à-dire que là, actuellement, on voit que les enfants sont baignés dans des atmosphères où les parents regardent les actualités en permanence et se rendent du coup beaucoup moins disponibles pour leurs enfants. Et il y a un sentiment véritablement de perte de protection à ce moment-là chez les enfants. Les enfants sont vulnérables.
les adolescents sont aussi vulnérables parce qu'ils n'ont pas de distanciation possible de par leur sensibilité, leur immaturité face aux images qui leur viennent. Alors là, Marie-Claude Aigri, vous nous parlez des enfants, des adolescents qui vivent en Israël et qui sont soumis à ce choc des images. Bon, ils ont malheureusement une certaine habitude des alertes, mais là, bien sûr, on est à un niveau qui est sans commune mesure. Mais je voulais aussi qu'on parle en France, parce que avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est le monde entier qui est confronté, et nous en France, nos propres enfants ont accès à ces images. Alors, la guerre est loin, certes, eux savent qu'ils ne prendront pas une bombe et a priori n'auront pas de terroristes qui débarqueront dans leur chambre, mais pourtant, nos enfants en France peuvent aussi avoir accès à ces images et ça peut aussi les traumatiser. C'est effectivement, les images sont des traumatismes, mais rajoutent du trauma au trauma. Donc effectivement, il faut absolument d'abord éviter, et pour les plus jeunes, absolument éviter qu'ils soient confrontés à ces images et que l'on regarde ces images devant eux. Ça c'est très très important. Et concernant les adolescents, c'est pouvoir parler avec eux de ce qu'ils voient, de ce qui les a surpris, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils vont chercher sur les réseaux après, et de pouvoir effectivement rester dans un dialogue permanent avec eux, pour justement qu'ils puissent trouver cette distance nécessaire par rapport aux images qui sont diffusées. Et si on sent un traumatisme, si on sent des cauchemars, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller plus loin ? Il faut pouvoir les rassurer. Il faut pouvoir leur dire que la peur, c'est normal. Que même si c'est loin, même si on connaît personne, et pour ceux qui connaissent, qui ont de la famille ou qui ont des connaissances dans le Proche-Orient, en Israël, c'est de pouvoir les aider à exprimer leur questionnement, de pouvoir d'abord leur dire que leurs peurs sont légitimes. Et de leur poser la question de savoir d'abord eux, qu'est-ce qu'ils savent de cette situation, qu'est-ce qu'ils savent de ce qui s'est passé, de ces attaques terroristes. Déjà pouvoir récolter quelles sont les représentations qui sont les leurs. Et à partir de là, d'ouvrir effectivement la possibilité d'une parole et à ce moment-là, de les rassurer sur le fait que ça va se terminer. Il va y avoir un temps après, il y a toujours une reconstruction après. De pouvoir effectivement se décoller de cette réalité pour justement garder en tête, ne pas être submergé par des angoisses de mort. Je crois que c'est ça. C'est ça. Mais là, on parle des plus jeunes, mais je pense qu'on est nombreux, en tant qu'adultes, à être aussi heurtés, choqués, même traumatisés par des images. Comment on peut s'en protéger, ou est-ce que finalement, c'est une réalité qu'il faut affronter ? Les images ne sont pas une réalité. Ça ne veut pas dire que toutes les images mentent. La question, c'est pas la question de la vérité. Mais les images nous obligent, nous prennent un peu en otage. Je reprends ce mot-là qui est venu évidemment signifier quelque chose. Il est difficile de se décoller des images. Les images s'impriment, créent un choc, créent un trauma. Donc la première chose, c'est d'éviter de regarder. Parce que ensuite on est pris, on peut être fasciné par des images, et du coup il y a une véritable psychose qui s'installe. C'est exactement moi ce que je ressens. Je donne ce que je ressens, mais je pense qu'on est nombreux parce que je l'ai entendu autour de moi. Ça redonne un peu l'impression de ce qu'on a vécu au moment du 11 septembre, du Bataclan, de Charlie Hebdo. C'est vrai qu'il y a un mélange entre l'horreur, le dégoût, la volonté de les laisser à distance, et puis finalement cette attraction pour ces terribles images. C'est effectivement cette attraction pour la destruction qui s'opère comme ça, comme si c'était en temps réel, et l'impossibilité de passer à autre chose, l'impossibilité d'en sortir.
hein, et on est prisonnier des images. Hein, à notre insu, on est prisonnier des images. Hein, et les parents, les adultes, vous avez vraiment bien mis le doigt là-dessus. Les adultes doivent se dégager de cette attraction pour les images. Les adultes le peuvent. C'est ça. Contrairement aux enfants, contrairement aux adolescents s'ils sont laissés seuls. Parce qu'il y a une grande solitude face aux écrans. Et les adultes le peuvent. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils vont protéger leurs enfants. Voilà, les adultes doivent aussi montrer l'exemple. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude Aigri, psychologue et psychanalyste. 19h, 20h. Hélène Zélani. Alors il y a la guerre des images et puis il y a la guerre tout court. 1200 Israéliens tués dans l'attaque terroriste du Hamas, des civils pour la plupart, de nombreux étrangers présents dans le pays, que ce soit pour le travail ou les vacances, tentent en ce moment de rentrer chez eux. Les vols d'Air France et de sa filiale Transavia entre Tel Aviv et Paris sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, critique le fait que la France n'affrète qu'un seul vol. Ce sera demain. Il parle de milliers de Français bloqués en ce moment en Israël. Bonsoir Éric Talamon. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct d'Amman, en Jordanie. Vous étiez, je précise en quelques secondes, vous étiez en pèlerinage en Israël. Vous n'avez pas réussi à prendre l'avion. Vous avez donc rejoint la Jordanie en bus. Comment vous allez faire maintenant ? Alors, en fait, nous sommes arrivés le vendredi soir, donc 24 heures avant l'attaque qui s'est déroulée. Nous, au départ, nous étions dans le désert du Negev. Après, on est parti dans la région de Nazareth. Donc on a continué notre pèlerinage, n'ayant pas du tout d'informations sur la dangerosité du voyage et ce qui se passait. On regardait quand même des informations sur notre téléphone, les informations françaises, mais on n'avait pas d'alerte, notamment sur le fil d'Ariane. Vous savez, il y a un fil d'Ariane qui permet de s'inscrire dans les pays dans lesquels on va et on est censé recevoir des alertes quand c'est dangereux. Donc on n'avait rien du tout comme alerte. Donc en fait on s'est un peu affolé le lundi soir, enfin nos filles nous ont affolé le lundi soir en nous disant il faut absolument rentrer parce que ça devient dangereux. Et nous on le voyait bien parce qu'on entendait les avions tourner autour de nos têtes. Et ça devenait de plus en plus angoissant, si je puis dire. Donc on a appelé notre agence en France pour leur dire où on en était et leur demander de trouver une solution pour nous rapatrier extrêmement rapidement parce que on n'avait pas de solution. Vous vous sentiez en danger, j'imagine. Vous vous sentiez en danger. On se sentait en danger. Oui et non, j'allais dire qu'en plus, le pire maintenant, en y repensant, c'est que on faisait confiance au fil d'Ariane qui est censé nous donner des informations sur les dangerosités, sur nos guides et sur nos agences qui sont censées avoir des informations sur la dangerosité. Et on se disait que si on nous laissait continuer, c'est qu'il n'y avait pas de danger. En réalité, il y avait beaucoup de danger. Donc on a poussé pour pouvoir rentrer et notre agence a trouvé une solution en passant par la Jordanie parce qu'en allant à Tel Aviv, se retrouver à l'aéroport sans avion, c'était pas la solution. Donc l'agence a organisé tout notre périple donc en car en passant par la frontière jordanienne. Et là, on est arrivé ce soir à Amman et on prend un avion dans la nuit qui va nous ramener à Paris. Ah ben vous êtes rassurés alors quand même. Oui, bien sûr, nous sommes rassurés. Il y a beaucoup de Français qui restent coincés en France qui n'ont pas de solution. Nous avons trouvé une solution. Alors je voudrais quand même dire qu'à la frontière jordanienne, enfin israélo-jordanienne, il y avait un certain nombre de pays qui étaient là pour aider leurs ressortissants avec des formalités, etc. On a vu des gens, des Allemands, des représentants de l'Allemagne qui étaient là, qui demandaient à tout le monde est-ce que vous êtes allemand, mais rien de la France. Vous êtes senti abandonné, c'est ça que vous voulez dire ? Alors abandonné, oui et non. On est assez grand pour s'organiser. Heureusement qu'on est assez grand pour s'organiser, mais je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas réussi à avoir une agence aussi bien que la nôtre qui a réussi à dépatouiller tout ça. Et je pense que ça aurait été bien d'avoir des représentants français pour nous aider ou aider d'autres groupes à se sortir de cette situation-là. Et non, il n'y a pas de représentants. Là, on est à Amman, on trouve un avion, on s'est débrouillé pour trouver un avion et pas d'aide du tout de l'État français. Quand on voit sur le site France Diplomatie, l'alerte qui est donnée, c'est de dire éviter les régions de Jérusalem et des États palestiniens. C'est la seule chose qui est écrite. Donc, c'est un petit peu léger. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a beaucoup d'avions qui partent d'Amman vers la France, de la Jordanie vers la France ? Alors, il y a beaucoup d'avions qui partent de la Jordanie vers la France. Le seul problème, c'est que tout le monde s'est rapatrié sur cette destination-là, enfin sur cette solution-là, et ce qui fait que les avions, ils sont tous pleins. Donc il y a Transavia, il y avait des vols Transavia, je pense qu'il y a des avions à France aussi.
mais ils sont pris d'assaut, donc du coup il n'y a plus du tout de place là. On a trouvé un avion, on a eu la chance de trouver un avion qui part cette nuit à 4 heures du matin, en passant par Jeddah, et on arrive demain dans la journée en France, donc ça c'est très bien. Voilà, ça se termine bien pour vous, c'est l'essentiel. Et à l'instant, vous voyez, British Airways et Virgin annoncent qu'ils suspendent leur vol vers Israël. Donc vous avez de la chance de pouvoir rentrer. On vous souhaite un bon retour et on vous remercie, Éric Talamon, d'avoir été en direct sur Europe 1. On va marquer une pause et poursuivre cet Europe 1 soir spécial avec un coup de projecteur sur le Hamas. Comment notamment peut-il gérer l'affaire des otages? On en parle dans un instant. 19h48, merci d'écouter Europe 1. On s'intéresse maintenant au Hamas, auteur de l'attaque terroriste en Israël qui a entraîné d'importants bombardements israéliens sur Gaza. Bonsoir Agnès Pavlovski. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, vous connaissez particulièrement bien le Hamas. Vous avez d'ailleurs publié Hamas ou le miroir des frustrations palestiniennes aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup donc d'être en direct dans Europe 1 Soir. Pour que les choses soient très claires, on va d'abord rappeler qu'il y a la branche politique du Hamas et puis la branche armée qui d'ailleurs se revendique elle-même comme terroriste. Oui, en tous les cas, moi j'ai rencontré donc il y a très longtemps des responsables politiques du Hamas. J'ai sans doute rencontré des militants de la branche armée, mais ils ne se sont pas présentés forcément comme tels, qui effectivement n'étaient pas offusqué quand on parlait d'organisations terroristes, alors dans le sens, j'ai envie de dire, peut-être propre du terme, c'est-à-dire effectivement nous semons la terreur afin que l'ennemi ne se sente pas en sécurité. Pourquoi cette attaque éclair, meurtrière et barbare contre des civils israéliens samedi? Quel était le but recherché? Alors là, pour l'instant, le Hamas n'a pas revendiqué, si on peut dire, des raisons particulières. Il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que c'était pour se rappeler au bon souvenir de l'opinion mondiale, par exemple? Moi, je pense que ça peut être tout à fait une des raisons, qui d'ailleurs a été très peu évoquée dans les médias. Parce que ça fait quand même depuis plusieurs années, et cette année, si on ne prend que cette année, toutes les semaines, il y a de morts palestiniens en Cisjordanie, voire à Jérusalem, sous le feu de l'armée ou des colons, dont on parle très peu. 250 morts si je ne me trompe pas. Parmi ces 250 morts, il n'y a pas que des personnes armées, loin de là. Il y a des enfants, il y a des femmes. La sauvagerie des colons, maintenant, je pense qu'on la connaît aussi, on la connaît. Enfin là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, on est quand même. Vous me posez la question du pourquoi. Le pourquoi, oui. Mais le pourquoi de cette attaque est clair. Pourquoi à ce moment-là et pourquoi de cette manière? Pourquoi aussi cette prise d'otages massive? Alors pourquoi je vous ai répondu en partie. Il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement sans doute se rappeler à la mémoire des Occidentaux en particulier que les Palestiniens existent, parce que la réalité c'est quand même que malheureusement on ne parle des Palestiniens que quand il y a des Israéliens qui sont tués. C'est une réalité. Donc ça, je pense que pour le Hamas, c'est aussi une des raisons. La deuxième raison, c'est l'anniversaire de la guerre des 6 jours. Donc ça c'est de la guerre du Kippour, pardon. Du Kippour, oui. Oui, pardon. Donc ça c'est aussi une des raisons. Et après il y a les événements qu'il y a eu sur la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, avec la revendication de plus en plus virulente effectivement de certaines personnes juives très pratiquantes et extrémistes. Et puis, il y a une autre raison qui est le rapprochement entre le Hamas et l'Iran. Et on peut aussi penser qu'il y a une utilisation de l'Iran, par l'Iran du Hamas,
Il y a aussi la question du rapprochement de certains gouvernements et États arabes avec Israël, dont l'Arabie saoudite, qui effectivement laisse les Palestiniens dans un état d'isolement terrible et qui en plus, ce rapprochement fait de l'ombre au pouvoir iranien. Agnès Pawlowski, cette prise d'otages, quelle est selon vous l'arrière-pensée? Est-ce que c'est pour les utiliser comme une monnaie d'échange, comme bouclier humain? Il peut y avoir les deux. On peut imaginer parce que face à l'absence de silence, de revendications et pour l'instant, le Hamas n'a pas dit ce qu'il voulait en faire. On peut effectivement penser que c'est une monnaie d'échange par rapport à des prisonniers, effectivement. Maintenant, par rapport au grand nombre d'otages, on peut aussi penser tout simplement que ce sont des boucliers humains qui peuvent être utilisés, que le Hamas aurait pensé que peut-être le gouvernement israélien prendrait des précautions dans ces attaques. Là, a priori, c'est l'offensive terrestre sur Gaza qui se prépare. Ah mais oui, et apparemment le gouvernement israélien n'a pas du tout l'intention de négocier quoi que ce soit et de prendre en compte les otages. Et après, les tueries de masse, les viols, les tortures perpétrées samedi, on compare beaucoup le Hamas à Daesh. Est-ce qu'il y a un lien, un mode d'action commun? Comment peut-on comparer les deux? Alors, on peut comparer dans le mode d'action éventuellement. Peut-être que Hamas s'est inspiré de Daesh pour ces massacres et ces exactions, en disant que peut-être ça allait faire réagir le monde occidental. Peut-être, hein. C'est une possibilité. En tous les cas, idéologiquement, c'est pas du tout le même fond, la même histoire. C'est vraiment complètement autre chose. Les frères musulmans et le djihadisme, c'est deux manières de penser complètement différentes. Le Hamas ne revendique pas un califat, il revendique la Palestine entière et la destruction d'Israël. La destruction d'Israël, ça fait partie de leur charte. Oui, alors la destruction d'Israël, je sais bien que c'est entendu comme la destruction des Israéliens dans le monde occidental. Ce n'est pas forcément ce qui est entendu, y compris par le Hamas. Hein. C'est un État islamique. Avec ou sans juifs, mais la question n'est pas la destruction des Israéliens, même si effectivement ça paraît complètement aberrant. Par rapport au massacre, évidemment, je comprends que les personnes se disent le Hamas veut détruire tous les juifs sur Terre. Là, les juifs en question, pour le Hamas, c'est l'ennemi. Merci beaucoup Agnès Pawlowski. Merci d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Hamas ou le miroir des frustrations palestiniennes, aux éditions de l'Harmattan.